La pilule a été légalisée en France en 1967. Il a fallu modifier la définition du médicament à l'époque, puisque le médicament était censé uniquement soigner ou prévenir une maladie, ce qui n'est pas le cas de la pilule. Donc on a tourné un petit peu la définition du médicament. On a rajouté le fait que le médicament puisse modifier les fonctions de l'organisme. On nous a imposé à nous, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un problème de santé. Quand on nous a imposé cette question de l'avortement, de la pilule, voilà. Depuis la légalisation du stérilet et de la pilule du lendemain, la vente de ces produits en officine pose problème à de nombreux pharmaciens. En cause, un effet non seulement contraceptif, mais aussi contragestif ou abortif. En clair, le stérilet ou les pilules du lendemain empêchent tout embryon déjà conçu de se nider sur la paroi utérine. Par ces dispositifs et hormones, un être humain au stade embryonnaire est potentiellement évacué avec les saignements. Alors je refusais du coup de délivrer la pilule du lendemain et le stérilet parce que ce sont des produits qui atteignent à la vie d'un être humain et que en conscience, je souhaite respecter la vie du début à sa fin naturelle, et il me semble que c'est aussi un peu le but de notre métier, c'est de servir et de respecter la vie de l'être humain. Donc pour moi ça va à l'encontre, ce sont des produits qui peuvent être abortifs, donc ça va à l'encontre de notre métier et de ce que nous demande le serment de Galien aussi. C'est le serment des pharmaciens en fait qu'on prête à la fin de nos études et qui nous demande d'exercer dans l'intérêt de la santé publique notre profession avec conscience et de respecter, de ne jamais oublier notre responsabilité et nos devoirs envers le malade et sa dignité. Le comportement d'Agnès renvoie à l'objection de conscience. L'objection de conscience consiste à refuser d'accomplir un acte contraire à ses convictions morales ou religieuses. Josiane, ancienne pharmacien, en a aussi fait l'expérience. Et au milieu de ce malaise, mon employeur un jour m'a interpellé en me disant « Bon alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Parce que je vous trouve différent depuis quelque temps. » Et donc voilà, c'était la porte ouverte pour la discussion. Et en effet, je lui ai exposé tout mon malaise en fait en dispensant justement la pilule du lendemain. Et il m'a dit « Bon, très bien, je vous propose un accord. On peut arriver à un accord en ceci où quand vous avez ce type de demande, vous m'envoyez les patientes ou vous les envoyez à un autre collègue. » Et en fait, ça a été un grand soulagement parce que oui, en réalité, l'accord est possible parce que, je dirais, la prise en charge de la patiente reste identique. Parce que, par exemple, quelqu'un vient en officine pour acheter n'importe quoi, un sirop pour la toux. Si vous n'êtes pas disponible, vous l'envoyez vers un autre collègue. Et donc, c'était le même système sans mettre mal à l'aise les patientes en disant « Bon non, moi je ne délivre pas », c'était pas du tout cela, mais c'est leur dire « Eh bien, moi je ne pourrai pas m'occuper de vous, mon collègue ou ma collègue va vous prendre en charge. » Donc oui, l'accord a été possible et c'était ce qui a été fait pendant plusieurs mois avant que je le change. Néanmoins, en l'absence de toute garantie légale, ces accords oraux sont bien souvent délicats à tenir. Josiane fut licenciée quelques années après, tout comme Agnès, qui elle aussi avait réussi à obtenir un accord oral avec le pharmacien titulaire. Donc à la fin de mes études, j'ai décidé d'en parler au titulaire à l'entretien d'embauche. Et ce à quoi j'ai été étonnée qu'il soit d'accord en fait, et de m'embaucher en tout cas sur ces conditions-là. Donc on a eu un accord oral où je pouvais passer les ordonnances qui me posaient problème, donc notamment pilule du lendemain, à mes collègues. Donc ça s'est passé comme ça pendant un petit moment, et puis quelques mois après, j'ai eu une convocation donc dans le bureau du titulaire en revenant de week-end. Je m'attendais pas du tout à ça, en me disant que sa pharmacie était connue pour pas vendre de stérilet Mirena et de pilules du lendemain.
J'étais quand même très étonnée parce qu'en soi, si moi je le faisais pas, mes collègues le faisaient. Je leur passais l'ordonnance et j'avais jamais refusé à une personne. Et puis un jour, pareil, il m'a reconvoqué dans son bureau en me disant que c'était criminel de ne pas vouloir vendre la pilule du lendemain, que c'était une faute professionnelle, et que a priori, alors je sais plus si c'est à ce moment-là exactement, mais j'avais pas forcément été honnête à l'entretien d'embauche. Parce que je savais qu'on n'avait pas l'objection de conscience, et puis lui, a priori, ne le savait pas. Voilà. Donc ça a duré vraiment plusieurs mois comme ça, et il a fini par, je pense, ne trouvant pas le moyen de me licencier, par me mettre devant le fait accompli en me disant, bah écoutez, avant la fin de la semaine, il faut que vous me mettiez sur mon bureau, que vous ferez votre métier correctement, ou sinon je serai obligée de me séparer de vous. Je lui ai même demandé, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais il n'y a que ça en fait qui vous gêne. Il m'a redit oui parce que sinon vous faites bien votre travail. Si certains pharmaciens sont licenciés en raison de leur objection de conscience, d'autres renoncent dès leurs études à exercer en officine, comme Hélène, qui s'est rapidement orientée vers la filière industrie, et pas seulement pour des questions de goût. Donc du coup j'ai fait des études de pharmacie, j'ai passé ma première année de concours et ensuite on a le choix entre différentes filières et j'ai choisi plutôt la filière industrie, notamment parce qu'en officine il n'y a pas d'objection de conscience et pour moi c'est quelque chose d'important qui me tient à cœur et du coup bien que je préférais aussi le côté plus scientifique, j'ai laissé de côté l'officine et j'ai choisi la filière industrie. C'est le cas également d'Élodie, qui a préféré rester dans l'anonymat. Élodie termine actuellement son stage de fin d'études en officine et s'est résolue à se réorienter. Alors moi j'ai fait 6 ans de pharmacie, j'ai choisi pharmacie en officine. Et du coup là je fais mon stage depuis janvier dans une pharmacie. Et en fait, du coup, je me dis, je vais postuler pas en officine, je vais postuler en oxygène à domicile, parce que, en fait, à cause de ce problème de conscience, je peux pas travailler en officine en ayant la conscience tranquille. Alors, c'est à la fois un regret parce que et une désillusion, parce qu'en fait, moi, j'espérais vraiment que les choses bougent. Quand j'ai commencé ma pharmacie, je me suis dit bon, ça va bouger, j'aurai le temps. Les choses vont bouger avant que j'arrive à la fin de mes études et en fait, non, c'est presque empiré. Voilà, donc c'est un regret parce que j'aime bien quand même cette profession et voilà. Et à la fois, voilà, je me dis bon, c'est pas grave parce que l'autre métier est aussi intéressant. Donc... Mais bon, c'est quand même un regret. Ouais. Béatrice, quant à elle, avait également réussi à trouver un accord oral avec son pharmacien titulaire. Mais après une pause professionnelle de quelques années, impossible pour elle de retrouver un emploi en officine. La réorientation professionnelle s'est imposée. Donc je me suis mise à chercher en région parisienne. J'ai particulièrement cherché sur Paris intramuros, où j'habitais, et vraiment toute la périphérie de Paris. Je n'ai pas compté le nombre de pharmacies, mais j'en ai fait énormément. Et en fait, là, vraiment impossible de trouver un poste. En fait, chaque fois que je parlais de cette question de conscience que j'avais par rapport à cette vente de pilules du lendemain et de stérilet, les pharmaciens refusaient. Voilà. Justement, je veillais toujours à ce que ce soit d'abord, que je recueille d'abord un certain assentiment. De la part du pharmacien, quand il regardait le CV, j'attendais souvent qu'il me rappelle d'ailleurs. Je le disais pas forcément tout de suite au premier entretien. Comme en général il voyait plusieurs candidats, il me disait toujours on va se rappeler. Et c'est à ce moment-là que je présentais cette question, de façon justement à pouvoir un peu séparer les choses, à la fois les compétences, l'expérience, etc. Et puis cette question très particulière, voilà. Donc en effet, ma réorientation professionnelle m'a pris du temps. Il a fallu que j'investisse beaucoup de temps de formation et donc pour passer un DU, voilà, qui n'était pas facile, voilà, du fait que
voilà, il fallait se remettre aux études. Et puis, en fait, si j'avais pu, j'aurais bien aimé rester en officine. Ces licenciements et ces réorientations en raison de l'absence de clause de conscience pour les pharmaciens ne sont pas exceptionnels. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a lui-même lancé la réflexion sur ce sujet en 2015. L'ordre des pharmaciens a voulu revoir le code de déontologie justement des pharmaciens et a proposé une clause de conscience. Donc déjà l'idée de pouvoir proposer une clause de conscience, ça veut bien dire que pour la profession, c'est quand même nécessaire, enfin, que la réflexion a été menée jusqu'à proposer à toute la profession une clause de conscience. Donc c'est quand même pour dire que il y a un manque là et que ceux qui sont responsables de la profession y ont réfléchi, ont même fait une proposition. Et la consultation a montré que beaucoup de pharmaciens étaient favorables. C'est vrai que c'était surprenant quand il y a eu ce sondage lancé par le Conseil de l'ordre. Déjà, j'avais été surpris que le Conseil de l'ordre pose la question à tous les pharmaciens. Le résultat m'a agréablement surpris aussi de voir qu'il y avait autant de pharmaciens qui souhaitaient cette reconnaissance. Et alors, ce qui a été impressionnant, c'est la réaction. Il a suffi d'une personne qui n'exerçait même pas en officine, donc un confrère pharmacien, je crois qu'il était pharmacien hospitalier ou d'industrie, je ne sais plus, qui a monté un blog, qui a remercié l'Ether pour lancer une pétition s'opposant à cette objection de conscience. Et en disant, mais vous imaginez, à ce moment-là, les pharmaciens vont refuser de vendre la pilule. Je ne pense pas qu'il y ait tant de pharmaciens que ça qui refuseraient. Et il n'est pas question que de la contraception, parce qu'on voit quand même poindre à l'horizon, on voit dans certains pays l'allégation de l'euthanasie, on sent qu'il y a quand même une avancée vers ça en France, et là c'est aussi important qu'on puisse reconnaître notre droit de refuser de délivrer des cocktails euthanasiques le jour où peut-être ce sera possible. Ce climat d'opposition à toute explication entre les patientes et les pharmaciens pour les forcer à délivrer la pilule du lendemain ou le stérilet sans discussion est tout à fait scandaleux. Car ce qui interpelle ces pharmaciens objecteurs, c'est bien souvent l'absence de connaissance des effets de ces produits. C'est le cas de Caroline, pharmacien depuis de nombreuses années. Sa position de titulaire lui permet de pouvoir parfois expliquer sa démarche aux clients. Il y en a qui d'emblée comprennent qu'on perd de l'argent, puisqu'on n'a pas la vente en question, et qu'il y a un comportement réellement soignant derrière ce refus. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de formation, c'est une question de perception du problème. Il y en a pour qui il est évident que notre métier doit être de protéger la vie. Et il y en a d'autres pour qui c'est complètement aberrant, on doit le faire parce que la loi est comme ça, un point c'est tout. Lorsque j'ai refusé effectivement à certaines personnes une vente, il y en a qui sont venus me remercier après en me disant « Oui, le fait que vous ayez refusé m'a permis de voir les choses autrement, de mûrir ma décision et j'ai eu des remerciements. » Donc, même quand moi je me suis mise à douter après de ma position, il est évident que dans une vie on finit par se dire que peut-être on a eu tort d'avoir cette position, je continue à aller dans cette direction pour ces personnes. C'est également le cas d'un autre pharmacien titulaire, Adrien, qui témoigne aujourd'hui à visage masqué afin de ne pas être inquiété par des militantes du planning familial. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir avec une ordonnance de stérilet et donc je lui ai expliqué que le stérilet était un produit qui provoquait une inflammation de l'utérus et qu'à partir de là, la fécondation se faisait normalement, mais que l'œuf, à cause de cette inflammation de l'utérus, était automatiquement éliminé. Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu qu'elle avait compris quelque chose. Et elle m'a dit, bah oui, mais alors à ce moment-là, c'est un peu comme un petit avortement. J'ai dit oui. Et voilà, et après, elle m'a dit, elle a repris son ordonnance, et elle m'a dit, je vais en discuter avec le gynéco, je vais voir ça avec lui.
Dernièrement, une jeune femme musulmane à qui j'expliquais ça, elle m'a dit mais c'est pas du tout ce que je veux. Et elle avait absolument aucune conscience, personne lui avait dit comment ça agissait. Bon, je ne sais pas si elle en est procuré un après ou pas, mais au moins elle a eu l'information. On met ça de plus en plus à portée de plus en plus jeunes, de personnes aussi dans des milieux défavorisés, donc qui n'ont pas du tout accès à une connaissance, etc. Et en fait, on joue là-dessus finalement, et on leur propose des choses qui vont les rendre abominablement tristes. Hein, voilà, et vous voyez la tête que faisaient ces femmes en rentrant me confirme tout à fait qu'elles sont dans un état de tristesse, que je ne juge pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais jugé ces femmes qui venaient, et je ne leur disais pas du tout d'une façon impérative et avec jugement. Mais au contraire, j'aurais bien aimé pouvoir enclencher une discussion, un questionnement en tout cas, et qu'elle puisse s'arrêter sur ce fait quand même incroyable d'avoir la vie en elle, ou de la désirer ou de ne pas la désirer. Enfin, voilà, toutes ces questions qui sont tout à fait légitimes. Et c'est ça aussi ce que je reproche dans le problème de la pilule lendemain, c'est qu'en fait, quand la personne vient, il n'y a pas du tout ce dialogue qui s'instaure, les personnes sont pressées, on ne peut pas du tout leur expliquer que c'est quand même un acte qui n'est pas anodin, c'est pas une pilule anodine, que c'est beaucoup d'hormones d'un coup, que ça peut avoir des effets indésirables, que c'est quand même, ça va empêcher l'annihilation de l'embryon. Il faut quand même bien réfléchir avant de la prendre. Et en fait, la pharmacie, c'est pas propice à ce dialogue. Et c'est ça aussi le gros problème, moi je trouve, dans la pilule lendemain. Et le statut légal particulier de la pilule n'est pas sans soulever quelques paradoxes. On appelle ça des produits listés, qui sont sur une liste précise. Ces produits-là sont disponibles que sur ordonnance. Donc tous les contraceptifs sont dans cette réglementation. Donc on doit garder une traçabilité de la délivrance avec le nom du prescripteur, le nom du patient, et on est tenu de garder ça pendant 10 ans. Enfin voilà, donc c'est très très réglementé. Par contre, la pilule du lendemain, il y a une exception. Il n'y a aucune traçabilité, et une personne peut venir dans la même semaine, plusieurs fois, faire plusieurs pharmacies, elle en obtiendra autant qu'elle voudra. Et pour obtenir la pilule du lendemain, on n'a pas besoin d'ordonnance. Donc c'est en vente libre, de façon anonyme pour les mineurs, et gratuite. Et donc il suffit qu'une personne, sans même qu'on puisse lui demander sa pièce d'identité, nous dise qu'elle est mineure, qu'elle veut une pilule du lendemain, on est normalement obligé de lui délivrer. Et pour pouvoir se faire rembourser par la sécurité sociale, on fait une tarification très spéciale avec un numéro bidon qui est réservé à ce genre de délivrance. Et quand ça arrive au niveau des fichiers de la Sécu, ça déclenche le remboursement aux pharmaciens. Un statut spécial pour la pilule, des paradoxes sur sa délivrance, mais aussi des choix de mots très particuliers pour décrire le mode d'action du stérilet. Je prends le Vidal, je vais regarder ce qui est dit du mode d'action du stérilet, donc j'en prends un au hasard. Alors je cite, le mécanisme d'action est différent de celui des DIU classiques, dispositifs intra-utérins, au cuivre. Donc celui-ci n'a pas de cuivre. Il repose principalement sur les modifications suivantes. Épaississement de la glaire cervicale prévenant le passage cervical des spermatozoïdes. Ça, c'est clair. Effet local du DIU sur l'endomètre et prévention de la prolifération de l'endomètre pouvant constituer un terrain hostile aux nombreux phénomènes qui interviennent dans le mécanisme de reproduction. Je suis pas un linguiste, mais on voit bien qu'il y a une tournure de phrase qui fait supposer que la prolifération de l'endomètre c'est quelque chose de pathologique. En fait, la prolifération de l'endomètre, c'est la physiologie normale de toute femme en bonne santé, et à chaque cycle, l'endomètre se refait pour pouvoir accueillir un éventuel on parle pas de fœtus, on parle à peine d'embryon, mais un petit être qui a été conçu et qui donc doit, dans les 8 jours suivant la conception, absolument se nider dans l'endomètre. Donc la prolifération, c'est normal.
Quelque part, voilà, la société, les laboratoires pharmaceutiques savent bien par derrière ce qui se passe, mais ce serait trop violent de le marquer sur la notice. On biaise au niveau des mots. Voilà. Et donc, du coup, cette confusion fait que justement, c'était une raison de plus pour moi de ne pas entrer vraiment dans cet esprit de mensonge, en fait. C'est ça, pour moi, c'est vraiment, on rentre dans un esprit de mensonge et voilà, on n'est pas du tout à notre place de pharmacien. Alors, face à des produits si particuliers et sur une question si importante, pourquoi les pharmaciens n'ont-ils pas droit à une clause de conscience? Josiane propose une explication historique. Lorsque l'avortement a été dépénalisé, la pratique de l'avortement en ce moment-là n'était que chirurgicale, donc on dit bon, le pharmacien il n'intervient pas, il ne vend pas de médicaments ou quoi. La pratique de l'avortement est principalement médicamenteuse aujourd'hui, mais c'est le pharmacien qui fabrique le médicament, qui le libère déjà et qui le vend, quoi. Donc pouvoir dire bon, taisez-vous et faites ce qu'on vous dit, pour moi voilà, c'est dénigrer la profession. Et donc pouvoir accorder la clause de conscience au pharmacien, c'est de dire voilà, enfin, on vous reconnaît comme professionnel de santé comme les autres, et donc oui, vous avez droit de parole dans ces domaines-là. La loi française n'aurait donc pas suivi la pratique, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme affirmait en 2011 que les États doivent garantir l'exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé. 2 résolutions de l'Assemblée du Conseil de l'Europe de 2010 et 2013 sont venues confirmer ce droit. Pour Adrien, le blocage est également lié à la question du monopole des pharmaciens. D'un côté, les pharmaciens aimeraient bien avoir la clause de conscience, parce que c'est valorisant pour une profession. Les médecins l'ont, les infirmières, etc. C'est valorisant pour une profession. Le seul problème, c'est que nous, on a un monopole. Et que si, c'est un argument que je considère comme pas juste ou pas suffisant, mais ayant ce monopole, on se doit de vendre tout ce qui est référencé dans le monopole. Voilà, c'est l'argument qui est détenu aujourd'hui, et c'est l'argument qui fait que y a ce blocage. Ce monopole est devenu relatif depuis que les infirmières scolaires peuvent distribuer la pilule du lendemain. Alors avec plus de 21 000 officines sur le territoire français, l'exclusivité d'une pharmacie est relative. Cela ne suffit pourtant pas aux militants féministes qui testent régulièrement les pharmaciens afin de vérifier qu'ils vendent la pilule du lendemain. Une pression et un stress permanents qui ont poussé M. Pichon vers la retraite. J'ai 63 ans, donc bon, c'est un âge normal pour prendre sa retraite. J'imaginais quand même travailler au moins 50 plus. Et à la suite de la récente condamnation que j'ai eue, donc pour refus de vente de stérilets, donc cette condamnation qui a été confirmée en appel, et puis on a eu ensuite un pourvoi devant le Conseil d'État qui a été rejeté. Donc cette condamnation, on est allé jusqu'au bout de la juridiction française. Les militants féministes prétendent que la disponibilité de ces pilules à proximité est primordiale. Pourtant, selon Adrien, la question de la distance ne semble pas être un problème. Les gens qui viennent chez moi pour me demander la pilule du lendemain ne sont pas des clientes. Et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Les personnes qui demandent des pilules du lendemain n'ont pas trop envie que ça se sache, et donc vont dans une pharmacie voisine. Donc voilà, à partir de là, elles ont des moyens de transport, quoi. Je pense que c'est difficile d'argumenter en disant que la personne pourrait ne pas, à cause d'un problème de moyens de transport, pourrait ne pas avoir sa pilule du lendemain, quoi. Enfin, je pense que c'est un peu compliqué. Monopole et problème de transport, des arguments bien faibles là où une vie est en jeu. Car l'obligation de délivrance, ce n'est pas seulement empêcher un pharmacien objecteur d'agir conformément à ses convictions, c'est surtout le forcer à agir contre sa conscience. La pilule en main, elle est contragestive et du coup elle va empêcher l'anidation de l'embryon
Et je me dis que je peux pas empêcher ce petit être de vivre. En fait, je vais participer en vendant la pilule le lendemain à l'interruption de sa vie. Donc, en conscience, je peux pas. Moralement, avec ma morale, je ne peux pas le faire, quoi. Alors aujourd'hui, je fais un recours à la CEDH, puisqu'il y a comme des pays en Europe où on reconnaît ce droit à l'objection de conscience. Tous les autres professionnels de santé bénéficient de l'objection de conscience, nous non. Donc je trouve que c'est une véritable injustice. Et donc, je ne comprends pas pourquoi nous on n'aurait pas le droit d'avoir cette objection. Et je pense surtout aux jeunes confrères qui sont obligés de quitter ce métier qu'ils ont choisi, à tous ceux qui sont en exercice, qui voudraient exercer leur métier de façon conforme à leurs convictions et à qui on refuse ce droit.